Bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. En cette journée qui précède la fête de Noël, non, c'est 25 là, alors on est trop pressé, mais on est aujourd'hui 23 et dans quelques jours, dans 2 jours, ça va être la fête de Noël, la nativité, on célèbre la naissance de Jésus. Alors on est content d'être avec vous pour vous présenter cette émission. C'est l'avant-dernière émission avant que l'année s'achève. Toute l'équipe est là avec vous pour vous présenter cette émission. D'abord, c'est moi, mon nom est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en ordre de Julie Limage et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Julie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là, l'équipe au grand complet, pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays, au Canada. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Vous allez tout savoir sur l'immigration. Alors, si vous faites partie des gens qui viennent du Chili, du Brésil, du Pérou, des États-Unis, alors maintenant encore, vous ne savez à quel saint s'œuvrer. Alors, c'est le moment de rester, poser vos questions. Et puis, pour les gens qui ne veulent pas parler directement en ondes, je vais être là pour écouter votre doléance. Vous pouvez commencer déjà à m'appeler dans le 514-790-2726, 514-790-2726, et tout se passe dans la discrétion. Alors, on veut saluer nos amis qui nous écoutent. On sait qu'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. On est un peu à gauche, à droite. On se prépare. Et on veut vous saluer, vous qui êtes à Montréal, vous qui êtes à Ottawa, un peu partout dans les grandes villes canadiennes. Et ceux qui sont aux États-Unis, encore cette semaine, Donald Trump a fait sortir une note qu'on va partager avec vous concernant les enfants des parents clandestins. Alors, il a l'intention de séparer les enfants de ces parents-là. Il dit que c'est la meilleure façon de pouvoir trouver une solution avec les immigrants clandestins. Ceux qui sont aussi au Chili, on a appris cette semaine, c'est l'élection de M. Piñera à la magistrature suprême. Il est devenu président qui remplace Michelle Bachelet. Et on sait que pendant sa campagne électorale, il avait clairement dit qu'il va mettre un frein à la question de l'immigration clandestine. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer pour nos frères haïtiens qui vont là-bas en grand nombre. Mais M. Piñera, c'est quelqu'un de la droite, il avait fait campagne contre l'immigration. Il avait dit qu'il va rétablir l'ordre. Alors, on attend pour voir. Alors, ceux qui sont également en Haïti avec Radio Solidarité, qui nous écoutent avec Radio Solidarité, alors on vous salue et on sait que vous vous préparez, mais même si en Haïti, on sait que depuis hier, l'Église catholique est en deuil, si on est vraiment attristé en apprenant le décès tragique du Père Simoli, mais on dit il faut continuer à vivre. Et pour ceux qui sont restés, pour les survivants, nous qui sommes là, nous devons continuer à combattre pour que ça n'arrive plus. On ne peut pas baisser les bras parce que de toute façon, si on le fait, alors c'est comme si l'un après l'autre, tout le monde va périr. Alors il faut continuer à lutter, il faut continuer à demander des comptes parce que c'est un pays où la vie ne vaut rien, où pratiquement on peut tout faire. Alors ceux qui sont aussi dans le département du Sud, Radio Télé-Express et Radio Macaya, Sud-Sud-Est, et on vous salue. Et en même temps sur Radio Continentale aussi à Boston, on veut saluer tous ceux qui nous écoutent et on veut souhaiter déjà joyeux Noël à vous tous et on espère que vous allez avoir un moment d'apaisement pendant ces quelques jours, 23, 24, 25. On sait que oui, vous vivez des situations extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. On espère que la situation va s'améliorer ou bien vous allez avoir un moment de répit. Au moins vous allez aller à votre messe de minuit, aller par exemple à des activités
parce qu'on doit de toute façon continuer à vivre. Ce soir à l'émission, on a des nouvelles à partager avec vous. D'abord, on va vous apprendre que le 2 janvier, on va commencer avec le programme de parrainage de parents. Ça, c'est quelque chose qui se fait chaque année. On va vous expliquer. On va vous parler d'autres nouvelles en tant que telles. Et on veut vraiment que vous soyez là avec nous, branchés, avant d'aller à vos activités. Soyez branchés avec nous. Nous allons vous donner les dernières nouvelles en matière d'immigration au Canada. Et si vous avez des questions, comme Michel l'a dit, vous pouvez les poser. Vous pouvez lui parler et en même temps on va partager ces questions avec tout le monde et ensuite si on a un peu de temps on va prendre quelques lignes. Alors on espère que vous allez continuer à rester avec nous. On prend notre première pause à l'émission. Tout de suite après on y revient. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438 876 93 98. 438 876 93 98. Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. D'abord en Haïti, on a 48 20 78 18, ensuite 22 09 76 82. Le bureau se trouve au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Ici au Canada, en Amérique du Nord, vous qui nous écoutez à partir des États-Unis, du Canada, vous pouvez composer le 438-876-9398. En même temps, vous pouvez aller sur le site internet www.visionmaxservice.com. L'adresse courriel info@visionmaxservice.com. Sur WhatsApp, vous pouvez nous envoyer des messages au numéro 438-876-9398. Actuellement, cette émission est diffusée sur Facebook. Vous pouvez aller sur la page de Vision Max Service et puis vous allez voir l'émission qui est en direct. Vous pouvez la suivre également sur Facebook, partout où vous êtes sur la planète. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, on apprend que le 2 janvier, les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada, ils pourront entreprendre les démarches pour présenter une demande afin de faire venir leurs parents et grands-parents au Canada, et ce en raison de la réouverture du programme des parents et des grands-parents en 2018. On sait que Immigration Canada a mis en place en 2017 un nouveau processus de réception des demandes de parrainage des parents et de grands-parents qui est plus équitable et plus transparent pour les demandeurs. Ce qu'on doit faire, vous souhaitez parrainer vos parents et vos grands-parents, vous allez en ligne, il y a un formulaire intérêt pour le parrainage, vous le remplissez et au moyen de processus de sélection aléatoire, un tirage au sort,
et une loterie. Et Immigration va vous inviter à présenter une demande de parrainage visant les parents et les grands-parents. Alors le 2 janvier, le formulaire sera accessible à midi sur le site de Immigration Canada. Alors si vous souhaitez parrainer, vous pouvez à ce moment-là le faire en remplissant ce formulaire. Par la suite, on va vous envoyer un formulaire, on va vous envoyer un courriel. Si votre nom a été est sorti dans la liste, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir faire votre demande de parrainage. Alors on précise, et ça fait plusieurs fois qu'on dit ceci derrière ce micro, lorsqu'on parle de parents, de grands-parents, on ne parle pas de frères, on ne parle pas de sœurs, on ne parle pas de cousins, on ne parle pas de neveux, on ne parle pas de nièces, on parle de père, mère, grand-père, grand-mère. On vous prie de grâce de ne pas appliquer, de ne pas aller sur le site pour faire une demande d'intérêt si vous avez l'intention de parrainer votre frère, votre sœur. On vous le dit à plusieurs reprises, mais des fois vous n'entendez pas, ou bien des fois il y a tellement de gens qui donnent de mauvaises nouvelles dans la communauté ou bien un peu partout, et là finalement vous allez faire les choses. Chaque fois que quelqu'un qui n'a pas de parents ou de grands-parents, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère à parrainer, chaque fois que la personne va appliquer, ce qui va se passer, c'est une place, c'est-à-dire c'est une chance et de moins pour quelqu'un qui a un parent à parrainer. Ça veut dire que si jamais votre nom est sorti dans la liste, lorsque vous allez envoyer votre demande, on va vous la retourner parce qu'on va vous dire que cette personne-là ne fait pas partie de la catégorie du regroupement familial. On vous a dit ici au Canada, ce n'est pas prévu le parrainage de frères et de sœurs. On a eu une exception seulement pendant le tremblement de terre et c'était seulement dans la province du Québec. Parce que l'immigration au Canada n'est pas une immigration familiale comme les États-Unis. L'immigration au Canada ressemble à l'immigration en Australie. On se base sur l'immigration économique, c'est-à-dire ce sont surtout les gens qui ont des diplômes, qui ont la possibilité d'être recrutés, d'être sélectionnés. Alors, aux États-Unis, on le sait, on peut parrainer son frère, sa sœur, on peut parrainer des neveux, tout et tout. Ici, il y a des restrictions. C'est dans des cas exceptionnels que vous allez être en mesure de pouvoir parrainer des frères et des sœurs. Et les conditions sont tellement exigeantes que c'est préférable de dire qu'on ne peut pas parrainer les frères et les sœurs. Moi, supposez nous tendre, nous-mêmes, surtout, que mon a dit nous n'importe qui parole, le 2 janvier, pour nous capables, pour nous-mêmes qui voulons parrainer maman, papa, grand-maman, grand-papa, alors seulement c'est nous-mêmes qui pourrons aller sur ce site là, si nous pas capables nous venir dans le bureau, nous sommes capables de faire ça pour nous faire une demande en ligne, yo pas dire nous intéressés à parrainer moun sa yo. Demandez-nous de grâce pas à faire demande ça si c'est un frère que nous avons pour nous parrainer, si c'est une soeur, si c'est un neveu, si c'est une nièce, si c'est parce que ça pas fonctionner. Moi supposer que nous comprenions ça parce que chaque fois nous fait ça, c'est l'autre monde nous pas bailler possibilité pour être capable faire de manière correctement. Toujours dans le cadre de parrainage, on a cette nouvelle sous la plume de Sarah Laou, et c'est une bataille juridique qui se fait par M. Denis Lépine pour accueillir Miguel. Alors, écoutez bien cette histoire. En 2013, M. Denis Lépine a épousé Natalia Stina. Il ne se doutait pas que l'enfer des procédures d'immigration s'abattrait sur leur idylle. Après 4 ans d'une bataille juridique pour accueillir au Québec l'enfant de Natalia, citoyenne moldave, le couple se retrouve aujourd'hui au pied du mur. Alors, l'histoire, c'est qu'en 2011, Denis a eu le coup de foudre pour Natalia, c'est une citoyenne moldave. Et puis, en 2013, ils se sont mariés au Québec. Natalia a obtenu sa résidence permanente et a trouvé du travail sur la rive sud. Alors, maintenant, et tout naturellement, elle a fait les démarches légales pour accueillir son fils, Miguel, qui était âgé de 7 ans. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un refus systématique. Il a essayé des demandes de visa de visiteurs, étudiants, et toutes ces demandes-là ont été refusées. Miguel n'a jamais mis les pieds au Québec
et les autorités lui refusent tout séjour sur le territoire. Alors, on se demande, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on dit que la demande est jugée irrecevable. En vertu de la Convention de La Haye, un accord international sur la protection de l'enfance reconnu par 98 pays dans le monde, le Canada a jugé irrecevable les demandes de visa déposées par Denis et Natalia pour Miguel. Le gouvernement présume qu'il pourrait y avoir un risque que l'enfant ne retourne pas dans son pays d'origine et que le couple ne respecte pas les lois si un visa étudiant ou un visa de visiteur est émis. Il présume qu'il pourrait y avoir un risque que l'enfant ne retourne pas dans son pays d'origine, et en ce sens-là. Or, une décision de la Cour en Moldavie autorise le jeune garçon à voyager. De plus, le couple a toujours suivi scrupuleusement le processus légal demandé. Alors, Denis Lépine s'est insurgé, il dit c'est pas possible. Toutes les demandes qu'on a faites, on les a refusées. Ça veut dire que on ne sait pas ce qui s'est passé. Contacté par le Courrier du Sud, Immigration Canada maintient que le dossier ne présente aucune irrégularité compte tenu des risques que l'enfant soit séparé de son père biologique et que l'agent a pris la décision qui s'imposait. Alors, ce qu'on dit, c'est que le père de l'enfant est en Moldavie, mais ce qui arrive, c'est que Natalia s'est mariée à Denis Lépine. Alors on a trouvé que pour l'intérêt supérieur des enfants, on ne va pas laisser voyager l'enfant. C'est pourquoi on a refusé toutes les demandes de monsieur. Actuellement, Denis Lépine dit qu'il a payé jusqu'à $40,000 en frais d'avocat, procédure administrative, voyage et autres dépenses associées. Vous voyez, juste pour faire venir l'enfant, il a déjà payé $40,000 en frais. Ça veut dire que c'est pour arriver à faire venir l'enfant. Et jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Et il dit qu'en cette période de fête, le couple a tout particulièrement le cœur lourd. Et parce que M. Denis Lépine va passer la fête de Noël sans le petit garçon dont il finance la scolarité et avec qui il s'entretient presque chaque jour via la messagerie instantanée. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Sa mère ne peut pas le parrainer parce que son père refuse. Ok? C'est ça la morale de l'histoire. C'est que le père ne veut pas que l'enfant aille vivre avec son beau-père. Alors à ce moment-là, il s'oppose et malgré toutes les demandes qui se font, malgré une décision de la Cour, à ce moment-là, on n'a pas pu et toutes les demandes ont été refusées. Alors pour comprendre ce qui se passe en immigration, on dit l'intérêt supérieur de l'enfant avant toute chose. Une autre histoire qui va vous étonner, c'est que c'est une personne qui a passé plus de 60 ans au pays. C'est une Britanno-colombienne d'origine allemande et c'est maintenant qu'elle a découvert qu'elle n'avait pas la citoyenneté canadienne. Irène J. Selink, 67 ans, elle avait 1 an lorsqu'elle est arrivée au Canada le 25 août 1951. Elle arrive d'Allemagne avec sa mère et son frère à titre de réfugiée et elle a été accueillie au pays, le seul qu'elle n'ait jamais connu. Elle a grandi au Manitoba et vit maintenant à Deep Cove, en Colombie-Britannique. Elle a travaillé comme soudeuse et défaillante automobile. Alors, elle s'est mariée, a 2 enfants. Elle a toujours eu un numéro d'assurance sociale et les assurances maladie. Elle a payé ses impôts. Mais sa vie s'est complètement détériorée, elle est drôlement compliquée lorsqu'elle a découvert son véritable statut en mars 2012. Elle voulait aller aux États-Unis avec son permis de conduire, ce qui n'était plus possible pour les Canadiens après 2009. Les douaniers lui ont dit de se procurer les vrais documents de voyage puisque rien ne prouvait son droit de rentrer au Canada. Elle a fait des démarches auprès d'immigration pour avoir son statut officiel. À sa grande surprise, elle a appris qu'elle n'a jamais eu la citoyenneté canadienne. Et maintenant, elle est en constante bataille avec Immigration Canada pour avoir des documents qui prouvent son statut de résidente permanente. Elle est incapable d'obtenir des cartes d'identité valides. Elle risque de perdre des assurances maladie. Après la mort de son mari en 2013, elle s'est même vue refuser des indemnités de prestations auxquelles elle avait droit. Elle pensait qu'elle faisait partie du système. Maintenant, elle sent que les 66 années qu'elle a passées ici ne comptent pas.
Elle ne sait pas pourquoi sa mère n'a pas rempli les formulaires pour l'obtention de la citoyenneté. Aujourd'hui, âgée de 95 ans et atteinte de démence, sa mère ne peut lui fournir aucune aide dans ses démarches. Elle ne possède pas non plus de papier allemand. Elle est en quelque sorte orpheline de citoyenneté. Elle réalise qu'elle n'a pas de pays. Elle est une immigrante sans document. Son frère n'a pas le même problème puisqu'il a obtenu son passeport à l'âge de 18 ans. Alors, encore la morale de l'histoire, c'est que c'est une dame qui a été un peu négligente. Ça veut dire qu'à aucun moment, elle n'a fait la démarche pour avoir ces documents. Elle pensait qu'elle était citoyenne canadienne, elle n'était pas citoyenne canadienne. Et ça va je m'adresse surtout à des gens qui viennent ici avec des enfants. Chaque fois qu'on vous dit, lorsque les enfants ils sont jeunes, ils sont mineurs, profitez pour faire la demande de citoyenneté pour ces enfants. Parce que la loi au Canada dit que si un résident permanent commet une infraction et a une peine de plus de 6 mois, après avoir purgé cette peine, on va déporter cette personne-là dans son pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des jeunes, et on sait comment ces jeunes-là souvent ne respectent pas les normes. Alors si vous dites que moi je ne fais pas de citoyenneté pour mon garçon ou pour ma fille, si jamais votre garçon se retrouve dans de beaux draps, si jamais on condamne, et quand je vous dis ça, c'est pour n'importe quelle peine, si par exemple un vol à l'étalage, je ne sais pas, n'importe une peine de plus de 6 mois, si la personne a purgé une peine de 6 mois, à sa sortie de prison, la commission de l'immigration, c'est-à-dire la section de l'immigration à la commission de l'immigration va convoquer cette personne et va lui dire que vous ne pouvez plus rester dans le pays parce que vous avez enfreint la loi, vous avez été condamné pour plus de 6 mois et vous devez quitter le pays. Alors c'est pourquoi vous les parents, vous qui nous écoutez, si jamais vous avez une résolution à prendre, souvent vous dites que oui, vous avez envie de retourner les enfants dans leur pays. Si c'est le cas, faites-le immédiatement. Mais si vous n'avez pas l'intention, mais si c'est en théorie que vous voulez retourner les enfants, pour que la loi ne les retourne pas malgré vous, à ce moment-là, ce que vous avez à faire, c'est de faire la demande de citoyenneté pour les enfants. Actuellement, il est permis aux enfants de faire leur demande de citoyenneté, même si vous n'avez pas encore le nombre de jours requis pour faire votre demande de citoyenneté. Alors on vous le dit, parce que des fois, regardez cette dame-là, elle a 67 ans, aujourd'hui elle n'a pas de statut, elle ne sait même pas, on ne peut pas lui trouver de papier parce qu'elle était résidente depuis les années 52-53. Alors on lui dit on n'a pas de document et elle se retrouve, son mari est mort, elle ne peut même pas avoir des indemnités parce qu'elle n'a pas de papier. Alors faites attention. Autre nouvelle, on apprend que si le Canada va débourser des 10 millions pour former de nouveaux douaniers, on a constaté que la décision pour le gouvernement canadien d'annuler l'exigence d'un visa pour les Mexicains va coûter près de 30 millions de dollars l'an prochain aux services frontaliers. C'est un choix coûteux qui en fait bondir plus d'un. Alors vous regardez, le fait que le Canada dit on ne va plus avoir, les Mexicains ne seront plus obligés d'avoir un visa canadien pour venir au Canada, ça coûte seulement pour l'agence des services frontaliers 30 millions de dollars. On dit que le gouvernement canadien de M. Trudeau prend des décisions politiques sans égard pour le prix. C'est ce que Carl Vallée, ancien attaché de presse sur Stephen Harper, qui est aujourd'hui directeur québécois de la Fédération canadienne des contribuables. Alors en 2009, devant une hausse importante du nombre de demandeurs d'asile en provenance du Mexique, le gouvernement conservateur avait décidé d'exiger que tous les voyageurs du pays s'arment d'un visa s'ils voulaient entrer au Canada. On voulait réduire le nombre de visas, de demandes d'asile. On estimait que la mise en place de cette initiative coûterait entre 180 millions et 300 millions sur 5 ans. Or, quelques mois après son arrivée au pouvoir en 2015, M. Trudeau a décidé que le Canada va se débarrasser de cette décision à la fin de 2016 et aucun coût n'avait été dévoilé. Finalement, les documents financiers de l'Agence des services frontaliers du Canada qui ont été obtenus par le journal
révèle que la décision de M. Trudeau va coûter 30 millions de dollars l'année prochaine, sans compter des coûts occasionnels à d'autres ministères tels que Immigration et Citoyenneté Canada. De ce montant-là, il y a 10 millions de dollars qui vont servir à former de nouveaux agents frontaliers pour gérer l'augmentation attendue de demandes d'asile en provenance du Mexique. 9,6 millions iront aux audiences, à la détention, aux enquêtes et au renvoi des demandes déboutées. Or, le montant semblait être faramineux pour la simple élimination de visa, croit le député au conservateur Gérard Deltel. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les fonctionnaires fassent une gestion rigoureuse des dépenses lorsque le gouvernement qui les dirige ne le fait pas lui-même, se demande le porte-parole en matière du Conseil du Trésor. De son côté, le gouvernement dit que la décision d'éliminer le visa pour les Mexicains devait réparer et renforcer la relation avec le Mexique qui a été considérablement endommagée par le gouvernement conservateur. On estime d'ailleurs que les voyageurs mexicains ont dépensé plus de 250 millions au Canada dans les 7 premiers mois suivant la disparition du visa. La levée du visa va permettre d'améliorer les relations bilatérales, augmenter les opportunités commerciales et accroître les investissements. C'est ce que le porte-parole du ministre de l'Immigration, Harsh Shawal, nous a dit. Et maintenant, par rapport aux enfants, il y a un avocat ici au Canada, oui, au Québec, M. Stéphane Enfield, qui est connu en droit de l'immigration. Alors il dit qu'on ne devrait pas expulser les enfants en plein milieu de l'année scolaire. Et parce que ce qui arrive, c'est que ces enfants-là, ils sont dans un système, ils étudient. Maintenant, on les renvoie pendant l'année, pratiquement ils vont perdre l'année. Ces enfants-là, alors on sait que Stéphane Enfield était l'avocat de la famille Lawrence. Et à ce moment-là, on se rappelle, il y a 2 semaines, le Canada avait exigé la déportation de cette famille. Il y a des enfants qui étaient à l'école qui sont déportés. Il dit que là, il y a beaucoup de ses clients qui sont renvoyés dans leur pays en plein milieu de l'année scolaire, ce qui pénalise les enfants dans leur apprentissage, dit-il. Dans une lettre qu'il a envoyée à 3 ministres fédéraux, dont Justin Trudeau, M. Enfield fait référence à la famille de Léonie Pavitra Lawrence. Le journal avait raconté l'histoire de cette famille. Imaginez, la cadette Daousha avait fait son secondaire en français à l'école du CEPAG. Ensuite, il y en a qui étaient encore à l'école, qui étaient scolarisés. L'avocat dit que il demande que la loi soit modifiée pour que les élèves ne puissent pas être expulsés, pendant l'école. Au moins pendant les mois d'été, on peut le faire, mais pas pendant l'école. Il dit que dans le cas de la famille Lawrence, c'est quoi l'urgence? Il y a une énorme différence entre changer un enfant d'école dans le même pays au cours d'une année et le renvoyer dans un pays où le système et la langue sont complètement différents, explique Stéphanie Bellinger-Heng, qui est commissaire à la CSDM. On les confond à l'échec. Alors, l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration appuie d'ailleurs la démarche. Il dit, dans le cas de la famille Lawrence, les garder au pays quelques mois de plus n'aurait rien coûté aux contribuables. Les bureaux de Justin Trudeau et du ministre de la Sécurité publique indiquent que c'est le ministre de l'Immigration qui est le mieux placé pour se pencher sur cette question. Alors, parallèlement, on sait que l'administration Trump aux États-Unis envisage de séparer les enfants de leurs parents lorsque ces familles sont arrêtées sans papier à leur arrivée aux États-Unis, dans le but de décourager l'immigration clandestine, ont rapporté plusieurs médias américains citant des responsables sous couvert d'anonymat. On dit que le ministère américain de la Sécurité nationale a examiné des changements de procédure et de régulation, de politique pour lutter contre l'immigration clandestine. On dit actuellement la présence de mineurs limite également la capacité des services migratoires à garder des familles en centre de détention. Les parents et leurs enfants sont généralement libérés rapidement après leur arrestation, avec obligation de se présenter ensuite devant un juge. La proposition évoquée
et par les responsables viserait à séparer les parents pour pouvoir les garder en détention, tandis que les enfants seraient pris en charge par les services sociaux. L'idée avait été invoquée en mars par le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, qui était alors ministre de la Sécurité publique. Alors c'est ça, Donald Trump a l'intention de pouvoir, par exemple, séparer les enfants de leurs parents afin de pouvoir lutter contre le fait, par exemple, que les parents viennent ici de façon clandestine. Ok? Ensuite, vous avez parlé dernièrement de la situation des personnes handicapées qui sont victimes souvent parce que on dit que la loi sur l'immigration au Canada empêche à ces personnes-là de pouvoir être parrainées ou bien de pouvoir venir parce qu'ils vont constituer un fardeau pour le système. Alors, cette semaine, on dit que le Canada serait ouvert à cette possibilité de ne pas pénaliser les personnes handicapées, mais les provinces se posent des questions parce que les provinces disent le système de santé, c'est nous qui le gérons. Alors à ce moment-là, si maintenant on va accepter ces personnes handicapées, il faudrait qu'il y ait une compensation. Et on a aussi dans la presse, surtout TVA, qui nous a rapporté qu'il y a plus de 1,3 million qui ont été volés aux immigrants par des escrocs. On dit en près de 4 ans, on a des personnes, des demandeurs d'asile qui ont rapporté avoir été contactés par des escrocs qui ont tenté de leur voler de l'argent en utilisant différents stratagèmes. Alors, la commission de l'immigration et du statut de réfugié a fait sortir une note pour dire que elle ne demande jamais de l'argent à des personnes. Si jamais vous avez, par exemple, quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit vous devez donner de l'argent si vous ne voulez pas être déporté, composez immédiatement le numéro de la police 911 parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas prévu par la loi. Il ne faut pas accepter pareille chose. Ok? C'est très très important. Là, on va s'arrêter parce que il y a un autre point sur le travail, par exemple au niveau du Québec. On n'a pas le temps de vous parler de ça, mais peut-être après on pourra vous dire que de plus en plus la ville de Montréal est ouverte aux immigrants et puis il y a une liste de métiers, il y a une liste de postes disponibles, on va vous en parler. Et ensuite, Québec qui va débourser 400 000 $ pour habiller les réfugiés. Ok, Québec va débourser 400 000 $. Alors, Québec va acheter 2970 tucs, 1800 foulards, 1300 cache-cou, 600 paires de bas de coton, 200 habits de neige pour bébés. Alors, on est en période électorale. Québec va débourser 400 000 $ pour habiller les réfugiés. Alors j'imagine que ça va passer soit par le ministère de l'immigration ou bien pas passer par le ministère de l'aide sociale. Alors les personnes qui sont des réfugiés, qui sont ici au Canada, devraient recevoir des appels pour savoir comment recevoir ces habits de neige. Alors on prend la pause, on y revient tout de suite après. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur
travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, Madame Elsie Jean-Pierre attend vos appels pendant la période des fêtes parce qu'elle est là, elle est disponible. Appelez-la pour avoir une couverture d'assurance. C'est vraiment important de se faire protéger. OK? Maintenant, les points à rappeler, c'est d'abord pour le visa de visiteur, pour les gens qui veulent faire des demandes pendant l'hiver. Oui, c'est possible pour vos parents, ça dépend de l'âge, mais si vous avez l'intention, organisez-vous, passez nous voir, on va vous aider, on va vous donner l'heure juste sur la question des visas de visiteurs. Et on rappelle aux gens, surtout qui sont en Haïti, qui nous écoutent, lorsqu'on dit qu'on va vous aider, on ne vous dit pas qu'on va vous donner le visa. On va vous aider parce qu'on va préparer pour vous le dossier. Alors, et vous savez que si le bureau des visas qui délivre des visas, c'est pas des bureaux qui vous représentent. Le travail, je reprends ceci. Moi, je me dis ça en créole, surtout pour nous-mêmes qui avons coûté en Haïti. Ça veut dire travail que nous faisons, nous préparer dossier pour vous, nous mettez le correct pour vous, pour que la liste choisi pour dossier pour là-dedans. Il y a des quotas. Et ils ont décidé qui moun y a bailé. Et nous dit ça en public, alors c'est pas en privé que nous pas dit ça. Ça veut dire que l'homme moun vient côté non, si ou vient côté nous besoin pour ces visas pour joindre, ça veut dire ou connaît que nous pral bon visa, ou a besoin venir parce que nous-mêmes nous pas sans visa. Notre travail consiste à préparer dossier techniquement pour nous. Et moi constater que c'est rare communauté qui a problème ça, c'est vraiment les communautés haïtiennes leur font demande, c'est que si demande n'a pas marché, c'est qu'on pas faire rien. Et si de maintenant marché ou même avec Papa Bondi, nous c'est la même bagarre à nous marcher parce que nous-mêmes nous capables. Alors, s'il est temps que ça change, c'est vraiment des mentalités arriérées, des façons de penser. Ça veut dire que c'est ça. On comprend que actuellement il y a beaucoup de refus parce que la raison est claire. Un pays où il y a autant de sécurité, où il y a autant de problèmes, un pays où tout le monde veut quitter, mais c'est normal que le gouvernement dit que le pape baille visa. Alors, mais ça c'est clair. Alors, si on fait attention, si malgré tout on vous dit voilà dans quelles conditions vous pouvez faire ça, mais si vous dites que oui, si on a refusé, à ce moment-là vous n'avez rien fait, il faut rembourser. Moi je pense que ça c'est vraiment à ne rien comprendre. Alors, ceux qui sont de bonne foi, ceux qui veulent faire des demandes de visa de visiteurs, on est prêt à vous aider dans la mesure où vous comprenez comment ça fonctionne, comment le système fonctionne. Notre objectif, notre rôle, c'est pas de vous donner le visa, parce que si c'est nous qui tapons le visa, mes amis, pas même vous déposer dossier à l'ambassade là, nous tapons bien vous passeport à nous, nous tapons mettre soit sur lui et vous tapez le visa. Mais si c'est demander au monde, quel que soit le demande qu'on fait, il a accepté, il a refusé. Ou rencontre un fil dans l'arrière, ou demander, ou causer avec lui, il est d'accord, il n'est pas d'accord. Ou aller à la banque, ou faire un prêt, il a boli, il n'a pas boli. Quel que soit son faire, ou à l'école, ou qu'a échoué, ou qu'a réussi. Si c'est toujours comme ça, mais je ne pas comprendre comment, des fois, et c'est une résolution pour nous prendre année, pour que nous comprenions comment le service fonctionne, pour que après ça, pour nous pas chita parler, etc. C'est comme si c'est mon qui fait dossier, qui pèse du temps, qui fait tout bagaille, c'est puis pas nos visa, il pas faire rien, c'est pour le remettre le corps. Moi, je pense que ça c'est très arriéré. C'est comme si c'est dans le Moyen Âge, nous y est, lorsque nous-mêmes n'a pensé, n'a dit des bagailles comme ça. Alors nous-mêmes nous
nous parler avec monde de bonne foi, monde qui comprennent comment le système a fonctionné et monde qui voulait fonctionner ensemble avec nous. Pour les permis d'études, c'est la même chose pour ceux qui veulent faire des demandes. Actuellement, il y a des écoles qui reçoivent au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Alors, si vous voulez faire étudier quelqu'un, et vous allez prendre des résolutions en cette fin d'année, vous allez dire, bon, ok, au lieu de continuer à envoyer de l'argent, au lieu de donner un poisson à quelqu'un, alors je vais l'apprendre à pêcher. Parce que actuellement, dans certains pays, notamment en Haïti, vous voyez, les gens, ils n'ont rien, absolument rien. Ils font appel à vous parce qu'ils ont besoin d'aide. Alors, c'est sûr que vous ne pouvez pas aider tout le monde. C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir aider tous vos parents qui sont à l'étranger. Mais vous pouvez choisir quelqu'un, vous dites, bon, je vais m'organiser. Mais maintenant, avant d'appeler la personne pour lui dire, ok, je vais vous faire venir ici pour étudier, passez nous voir, on va vous dire si oui ou non c'est possible. Dans la plupart des cas, ce n'est pas possible. Là, vous êtes informé. Maintenant, pour la carte de résidence permanente, ça, on vous a toujours fait le rappel. N'oubliez pas, si vous comptez voyager d'ici la fin de l'année, sachez que si vous n'avez pas votre carte de résidence, vous allez rester là où vous êtes. Et peut-être que vous allez perdre des jours de travail, peut-être que vous allez perdre votre billet d'avion. Alors, on vous le dit. Pour la citoyenneté, pour ceux qui veulent faire leur demande de citoyenneté, alors on vous dit allez-y, et puis passez nous voir, on va vous préparer tous les documents. Et puis, sachez que si vous êtes âgé entre 18 et 54 ans, si vous n'avez pas au moins le secondaire 4, secondaire 5, vous devez passer le test de français. Souvent, je vois des gens qui sont ici après 10 ans, après 15 ans, la personne me dit qu'elle ne peut pas passer le test de français. Moi, c'est un conseil que je vous donne en fin d'année. C'est pas normal que vous viviez dans un pays où l'on parle le français et l'anglais. C'est pas normal que vous ne soyez pas en mesure de parler ou de passer un test en français. L'une des résolutions que vous devez prendre, arrêtez de parler créole, arrêtez de fonctionner, par exemple, dans l'environnement et où tout le monde parle cette langue-là que vous connaissez déjà. Je vois les hispanophones, c'est comme ça, il y en a qui ne parlent pas français, ils continuent, entre eux, ils parlent seulement espagnol. Mais vous n'allez pas pouvoir parler français si vous continuez à vivre avec ceux qui parlent espagnol. Vous connaissez déjà l'espagnol. Sortez de votre zone de confort. Allez trouver des gens qui parlent français. Même si vous faites des fautes, ce n'est pas grave. Apprenez une autre langue. Parce que c'est pas normal après 14 ans, après 10 ans, après 15 ans dans un pays. La personne, on lui dit, mais vous devez passer le test de français. Oh, mes amis, je ne peux pas parler français. Mais comment se fait-il que vous ne puissiez pas vous exprimer dans cette langue-là après 10 ans dans ce pays-là? C'est parce que il y a le travail, côté il y a le travail là, c'est créole, il y a parlé. Il y a l'église, côté il y a l'église là, c'est créole. Il y a les maquettes là avec monde payo, c'est créole. Tout côté au passé, c'est créole. Et puis là, ils vont côté pour régler le bagage. Là, après, l'on bureau pour parler français. Mes amis, c'est vraiment terrible avec ça. Alors, moi, je vous le dis, c'est un conseil que je vous donne. Prenez cette résolution. À partir de cette année 2018, dites-vous que maintenant, je vais, pendant ma pause, parler en français avec des gens. Je vais choisir d'autres personnes avec qui je vais parler français. J'arrête de parler avec des gens qui parlent toujours créole. Je maîtrise déjà le créole. Je maîtrise déjà l'espagnol. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Alors c'est comme ça que vous allez avancer. Parce que comment vous allez trouver une promotion au travail si vous ne parlez pas soit le français soit l'anglais? Maintenant, pour les questions de résidence permanente, on a d'abord le travailleur qualifié. Vous notez que même après 1 an, le gouvernement québécois n'a pas donné la possibilité de faire des soumissions pendant l'année. Alors pour ceux qui sont à l'étranger, qui sont surtout en Haïti, qui nous écoutent et qui nous posent la question, finalement c'est quoi on fait avec les programmes de travail qualifiés? Moi non plus je n'ai pas la réponse. On va suivre, on va voir pour l'année prochaine ce qui va se passer. Pour le parrainage de parents, on vous a expliqué, 2 janvier à midi, on commence, vous allez remplir le formulaire sur Internet. Si nous ne sommes pas capables sur Internet, venez côté nous, on a pris ça pour nous en tant que tel. Ensuite, parrainage de conjoints.
vous allez à l'étranger pour vous marier. Alors faites attention. Alors organisez-vous pour que vous puissiez trouver vraiment les bons moyens pour savoir comment faire votre demande là. C'est très très important. Ensuite, pour demandeurs d'asile, considération humanitaire, on vous dit actuellement, il y en a qui continuent à venir, il y en a qui sont ici, qui sont visiteurs, qui se posent des questions. On vous dit, faites attention, parce que si vous ne faites pas attention, votre demande sera refusée. Alors, Michel est déjà de retour. Alors, tout ce qu'on dit, c'est que on va voir s'il y a des questions. Et par la suite, si on a un peu de temps, pour les domaines qui sont en demande à la ville de Montréal, je voudrais vous citer quelques noms de métiers qu'on recherche à la ville de Montréal. Oui, Michel. Alors, concernant des questions, il y en a toujours, sauf que des fois, là, on essaye de faire des tri parmi les questions. Alors là, c'est quand même quelqu'un qui va passer au bureau. Je lui ai dit, et Maître Jean-Denis ne va pas quand même répondre à ces questions, mais c'est quelqu'un, Maître Jean-Denis, félicitations pour votre émission, je suis citoyen canadien. Je viens juste d'avoir un enfant en Haïti. Et alors, je sais que du fait que je suis citoyen canadien, l'enfant est automatiquement citoyen canadien. Alors, j'aimerais savoir les modalités afin de faire rentrer cet enfant au Canada. Alors, c'est ça, ça veut dire qu'il nous appelle, il vient nous voir, et ensuite, dans certains cas, c'est préférable que la demande soit faite directement à l'étranger, au bureau des visas, par exemple, à Port-au-Prince. Alors, il vient nous voir, on va effectivement lui parler, on va lui dire ce qu'elle doit faire. Bon. Alors, là, maintenant, il y a un cas qui est très pathétique, là. Mais moi, je suis entré au Canada, Maître François Jean-Denis, depuis 2006. Depuis 2006, j'avais fait une demande de réfugié qui a été refusée. Et j'ai fait en tout 4 demandes humanitaires qui ont été refusées également. Après, on m'a demandé d'aller sur la rue Saint-Jacques. J'ai fait la demande des rats. Encore, ça n'a pas fonctionné. Alors, on m'a demandé d'acheter un billet et de me présenter. Et j'ai apporté le billet le 12 décembre. Là, maintenant, on m'a dit, je devrais quitter le pays le 14 janvier, je dois quitter. Et selon vous, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien à faire selon votre expérience, Maître François Jean-Denis? Bon, alors, la personne peut faire une demande de sursis au renvoi, et c'est-à-dire elle fait cette demande devant la Cour fédérale. Et en général, 98% de ces cas-là sont refusés. Parce que là maintenant, cette personne a été quand même rencontré un dernier avocat qui lui a demandé quand même $1000 et qui lui a promis de pouvoir faire quand même quelque chose. Alors moi, je lui non, c'est pas. Si l'avocat lui a promis, par exemple, de renverser ça, c'est pas un bon avocat, parce que le bon avocat va dire, il va faire une demande et il revient à la Cour fédérale de décider. Mais est-ce que même après toutes ces démarches, tous ces refus, il peut quand même avoir quelque chose encore? La demande de sursis au renvoi, c'est-à-dire que, mais c'est sûr que dans ce cas ça va être un peu difficile parce qu'il a déjà fait la demande d'ERA. Oui. Et un agent a déjà analysé son dossier, on voit qu'il n'y a pas de risque pour lui s'il retourne au pays. Alors, on lui a dit tout ça. Oui, alors ça veut dire que c'est assuré, ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais la personne n'a pas de dossier criminel, a 12 ans au pays, qui a toujours travaillé. Regardez, ouais. C'est sûr qu'il faut que les gens comprennent ça et ça va être une situation qu'on va voir très bientôt et puis ça va se répéter. Lorsque quelqu'un fait une demande d'asile, il signe automatiquement un document qui donne le droit au gouvernement de le déporter à n'importe quel moment.
Ok. Automatiquement. Mais ça, c'est nouveau, ça. Non, c'est toujours. Ça veut dire que c'est demande, c'est-à-dire interdiction de territoire. Toute personne qui fait une demande d'asile signe ce document-là. Ça veut dire qu'on vous accepte au pays si votre demande est, ou bien on vous laisse rester si votre demande est acceptée. Si votre demande n'est pas acceptée, en tout temps, et d'ailleurs la commission va transférer le dossier à l'agence des services frontaliers, immigration transfère le dossier à l'agence des services frontaliers, qui a le droit de convoquer la personne et de lui demander de quitter. Alors c'est pourquoi on dit ça aux gens, mais souvent ils ne comprennent pas ou bien ils font semblant de ne pas comprendre et ils font les choses de n'importe quelle façon. Alors qu'est-ce qu'on dit aux gens? Alors on leur dit il faut faire attention parce que regardez, il faut faire attention. La personne a fait 4 demandes humanitaires. Ouais. Moi je suis certain d'une chose. Chaque fois que la personne a fait ces demandes humanitaires qui ont été refusées, elle n'a même pas pris le temps. D'aller voir les motifs pour lesquels on l'a refusé. Non, mais c'est que et même là, les avocats ont fait beaucoup d'argent avec ce client. Oui. Non, mais ça veut dire que si on fait une demande de considération humanitaire, on vous a refusé, la première chose à faire, c'est de demander les raisons pour lesquelles on vous a refusé. Et vous ne pouvez pas faire une autre demande si vous ne corrigez pas les raisons, les erreurs qui ont été faites, c'est les motifs pour lesquels on vous a refusé, il faut les corriger. Alors comment vous comprenez que la personne a premièrement une demande qui a été refusée, deuxième, troisième, quatrième demande, et finalement ce sont peut-être les mêmes raisons là. Oui. Comment se fait-il qu'on a accepté jusqu'à 4 demandes humanitaires? Oh, on peut faire 50, 100 demandes même là humanitaires. maintenant, la personne a eu 2 ans, on en a parlé, mais moi je dis, écoutez, si vous avez un peu d'argent après 12 ans, arrêtez de continuer à enrichir vraiment les gens là. Non, mais la personne ne peut même pas faire de demande puisque le 14, on lui a donné le rendez-vous pour quitter le pays. Mais il y a quand même quelqu'un qui lui a... Non. On lui dit, la seule demande qu'elle peut faire, c'est sursis au renvoi. Et sursis au renvoi, ça veut dire que même si elle fait cette demande-là, si avant le 14, on n'a pas eu de réponse de la Cour fédérale, elle sera déportée. Et dans cette demande-là, 98% de personnes sont refusées. Non, mais même cette personne ne veut pas être déportée. Il a acheté son billet, il est prêt, il a été à ses rendez-vous. C'est juste, essaie de voir. On appelle ça départ volontaire. Départ volontaire, c'est ça. Et puis par la suite, et ce qu'on lui dit, si quelqu'un vous dit de faire une demande de considération humanitaire, vraiment dites à la personne, arrière-toi de vous, Satan, parce que là, c'est pas normal, parce que c'est de l'argent qu'on va vous faire payer là. C'est pour rien. Oui, ça veut dire que c'est dépensé pour rien. Ouais. Ne faites aucune demande de considération humanitaire dans ces conditions parce que là, c'est vraiment... Moi, je dis aux gens, vous voulez avoir de l'heure juste, il faut passer, voir, tout savoir sur l'immigration. Non. Parce que normalement, notre objectif, Michel, c'est que on explique aux gens ce qui se fait. Mais on constate, moi j'ai vu un cas hier, la personne a été à l'audience, on a accepté son cas. Elle avait l'aide juridique. Entre-temps, le ministre en tout temps peut intervenir pour contester la décision. On a contesté la décision de la personne, on a contesté, le ministre a gagné. Personne ne lui a rien dit. Alors, après 4 ans, elle fait sa demande de citoyenneté. On dit, monsieur, vous n'êtes pas résident. Bon, écoutez, ça, là, je vais prendre quelques secondes juste pour poser la question. J'espère que notre ami Adli va accepter. Dans le cas de quelqu'un, même dans le cas de cette personne-là, alors, un officier qui lui a dit seulement que si tu avais peut-être un avocat, un député, est-ce que dans un cas comme ça, un député est capable de faire quelque chose? Bon, pour les gens là, oui, pour que le député fasse une chose, il faut à ce moment-là, dans un cas comme ça, il peut demander au ministre de la Sécurité publique ou bien au ministre de l'Immigration d'arrêter le renvoi. Oui, c'est possible. Ah ouais, c'est juste. Oui, seulement ça. Mais le député en lui-même ne peut rien faire. Parce que l'agent de l'immigration lui a parlé un cas comme ça. Le député
son rôle, c'est de contacter le ministre de la Sécurité publique ou bien le ministre de l'Immigration pour demander de faire un sursis au renvoi. Mais à ce moment-là, maintenant, on dit, là, quelque part, il y a la loi à respecter, et en même temps, si on doit intervenir pour tous les cas. Mais si on regarde la cause de la famille et si les cas qu'on avait retourné malgré l'intervention de. En tout cas, c'est tout le temps dont nous disposons.